Bonjour à tous. Je m'appelle Philippe Delhôtel, je suis le directeur commercial d'une société qui s'appelle La Française. Alors moi, mon nom ne vous dira rien, c'est normal. Le nom de ma société peut-être davantage. Il faut juste, hein, c'est la moindre des corrections pour commencer, qu'on vous dise que La Française, c'est tout simplement une filiale de votre groupe. Et donc des deux banques privées qui nous invitent ce matin à intervenir devant vous. Je ne suis pas seul, et heureusement, pour intervenir ce matin. À mes côtés, vous avez Virginie Valu, qui est le directeur de la recherche immobilière et de l'ISR, toute la dimension sociale, responsable, environnementale, côté immobilier. Bonjour Virginie. Et puis Marc-Olivier Penin, qui est le directeur général de la Française REM. Alors, euh, vous avez compris dans l'invitation, le carton que vous avez reçu, qu'on allait intervenir côté immobilier. Et vous parlez d'immobilier. Et donc, c'est une des activités fortes du groupe que l'on représente. Juste pour vous fixer deux, trois chiffres, vous allez voir qu'il y en aura peu des chiffres ce matin. On gère à peu près 30 milliards d'euros sur ce volet immobilier. La Française, c'est en France le premier acteur de gestion collective en matière d'immobilier. C'est à peu près 2000 immeubles qui sont gérés par les structures de Marc-Olivier. Donc c'est un gros opérateur à la fois en France et en Europe. Et voilà, c'est à ce titre-là qu'on a la chance d'être devant vous ce matin. Alors, on va poser un regard sur un sujet dont je sais, j'ai vu que vous étiez nombreux autour de ce webinaire, et merci. On va poser un regard sur un sujet qui vous est très cher, qui est celui de l'immobilier. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le contexte interpelle, il interpelle toutes les classes d'actifs. Il n'y a aucune raison que l'immobilier soit à l'écart des analyses. Vous le faites bien sur vos autres sujets. Hausse des taux, durcissement des conditions financières pour emprunter, inflation, hausse du prix des matières premières, toute la dimension énergétique, et puis grande mutation toujours autour de l'immobilier. Tout ça, ce sont des éléments de défi un petit peu pour la classe d'actifs qui est l'immobilier. Et on va prendre une heure. On s'est d'ailleurs engagé à ce que vous soyez libérés autour de midi. Et on tiendra notre parole pour dresser quand même des perspectives et vous affirmer nos convictions. On n'a pas la science infuse. Et surtout, ce sera un échange puisque vous pourrez poser vos questions tout au fil de ce webinaire sur l'écran qui est devant vous. On répondra au maximum de vos questions tout à l'heure. Je n'ai pas de doute qu'on ne pourra pas répondre à toutes et que toutes les équipes qui sont à vos contacts toute l'année, bien, elles reviendront pour conforter, compléter ce que l'on aura initié ensemble ce matin. Alors, les séquences qu'on vous propose, j'espère que cela vous intéressera. On va commencer par planter le décor et vous donner notre vision des marchés. Ça nous semble la moindre des corrections que de commencer en vous donnant une photographie sur ces marchés immobiliers, résidentiels et immobiliers d'entreprise, puisqu'on est présent pour le groupe sur ces deux sujets. Avant de venir à la question qui brûle, à la langue de tout le monde en ce moment, qui est par exemple pour l'immobilier, l'impact de ces hausses de taux, de ce contexte d'inflation, et qu'on vienne sur ces nouveaux usages, c'était dans l'invitation libellée ainsi, qu'on voit émerger de télétravail, de prise en compte du défi de la consommation énergétique pour les immeubles. Vous le vivez pour vos résidences principales, où que vous soyez. J'ai compris que vous étiez autour de ce webinaire un petit peu partout dans le monde à nous écouter, mais c'est les séquences qu'on vous propose d'adresser. On va donc commencer, et je vais me tourner vers Virginie Valu, sur une partie marché. Vous allez voir qu'on va descendre de façon très, très synthétique pour donner un petit peu des points de repère. On va commencer par l'immobilier résidentiel. Virginie, sur l'immobilier résidentiel, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que la dynamique qui était entamée avant les grands bouleversements de taux et d'inflation, est-ce qu'elle est déjà un petit peu démentie aujourd'hui ou est-ce que les choses sont un peu plus complexes à analyser? Alors bonjour à tous et merci pour ta question Philippe. On commence effectivement avec l'immobilier résidentiel et avec la demande. Il faut bien comprendre que les prix finalement ne sont que la résultante d'un équilibre entre l'offre et la demande.
Comme vous voyez sur le graphique, la courbe rouge représente les ventes de logements anciens. Elles ont atteint un niveau record à la fin de l'année dernière et le niveau est en train de se stabiliser à un niveau qui reste très élevé comparé à la moyenne que vous voyez en pointillé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur cette même période qu'on voit, l'offre n'a que très peu augmenté. Ce qui veut dire qu'on continue à avoir un marché avec une demande qui est structurellement beaucoup plus importante que l'offre. Et on le voit d'ailleurs sur la courbe bleue, qui représente les ventes de logements neufs, qui sont en recul, non pas parce qu'on a un recul de la demande, mais parce qu'on a un fort recul de la production d'offres neuves, qui est due à la période Covid, etc. Et le résultat, on le voit sur le prix des logements anciens, sur l'évolution. Vous voyez qu'au dernier trimestre, à la fin juin 2022, la France enregistrait toujours de fortes hausses en moyenne des prix. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que les plus fortes hausses des prix sont dorénavant enregistrées en région, alors qu'avant, c'était bien l'Île-de-France qui était le moteur dans ces hausses de prix. Cela s'explique par le développement du télétravail, avec un engouement des ménages pour les métropoles régionales, mais en Île-de-France, la hausse de prix continue à être positive. Elle est juste en train de... ma vision personnelle, c'est que les marchés sont en train de reprendre leur souffle. Est-ce que dans les 18 prochains mois, 12 à 18 prochains mois, on aura un peu de volatilité sur les prix? Très certainement. Mais je vous le redis qu'on est en zone tendue sur un marché structurellement, avec une demande structurellement nettement supérieure à l'offre. Peut-être venir sur deux aspects qui ont surgi sur l'immobilier résidentiel, toujours avec toi Virginie. Ça concerne la notion de plafonnement des loyers, d'indice de revalorisation. Je pense qu'il y a des choses à dire là-dessus. Puis un deuxième sujet qu'on est tous en train de vivre dans nos vies personnelles, c'est vous avez tous vu dans les annonces des agences immobilières la publication dorénavant des fameux DPE, diagnostics de performance énergétique. Aujourd'hui, c'est en train de créer des nouvelles obligations, que ce soit pour la location comme pour l'achat-vente. Peut-être que c'est intéressant pour bien poser les enjeux de revenir sur ces deux aspects. Bien sûr. Alors, comme vous le savez, quand vous proposez à la location un bien résidentiel, vos loyers sont indexés à l'IRL. Et l'IRL est directement corrélé à l'inflation. Ce qui veut dire qu'actuellement, sur l'année dernière, l'IRL aurait dû atteindre 5 à 6%. En l'occurrence, le gouvernement a souhaité plafonner ces hausses des indices de loyer pour préserver le pouvoir d'achat des ménages. Le plafonnement s'est fait à 3,5%. Si vous regardez ce graphique, vous apercevez qu'en fait, 3,5%, c'est une très bonne nouvelle pour les investisseurs résidentiels. Dans nos BP, on avait prévu des hausses de l'IRL de 1%. C'est-à-dire que historiquement, sur les 10 dernières années en tout cas, on n'a jamais eu une indexation des loyers aussi forte. Donc certes, les hausses de loyers sont plafonnées, mais à des niveaux, encore une fois, qui sont très élevés. Sur le dernier point dont tu parlais, qui sont les DPE, donc, comme je vous le disais, on s'attend à une bonne résistance des marchés immobiliers en moyenne, avec une demande, encore une fois, structurellement supérieure à l'offre. En revanche, on s'aperçoit qu'il y a un élément qui devient essentiel dans l'appréciation de la valeur des biens résidentiels, qui est celle de la performance énergétique. Vous avez tous vu, ou quand vous avez loué ou acheté un appartement, normalement, le vendeur ou le propriétaire doit produire un DPE. Ce dont on s'est aperçu, c'est que le gouvernement a fait de ce DPE son instrument pour favoriser la sobriété énergétique dans l'immobilier résidentiel. Il y a une loi qui est passée qui va conditionner la possibilité de louer certains biens résidentiels en fonction de la performance énergétique. Ce qui veut dire que c'est un élément qui est de plus en plus regardé par les investisseurs, puisque si votre actif résidentiel a un DPE E, F ou G, vous ne pourrez plus l'offrir à la location dès 2025 et ça s'étale jusqu'en 2034.
Les notaires ont fait une étude très intéressante qui prend comme immeuble témoin, on va dire, une maison avec un DPE-D. Et ce qu'on constate, c'est que les maisons qui sont très énergivores, c'est-à-dire qui ont des DPE F ou G, subissent des décotes de l'ordre de 12 à 15%. Et les maisons qui sont particulièrement vertueuses sur le plan de l'énergie, elles, affichent une prime de l'ordre qui peut aller jusqu'à 6%. Donc très clairement, la performance énergétique est désormais un élément clé de la valorisation des actifs. Merci Virginie. On va se livrer au même exercice, mais cette fois-ci côté immobilier d'entreprise. Sur l'immobilier d'entreprise, même chose. Je sais qu'on a l'habitude de le distinguer dans les études. Quand vous lisez toutes les publications qui existent aujourd'hui autour de l'immobilier d'entreprise, on parle donc des bureaux, des commerces, des locaux d'activité. On a l'habitude de distinguer entre un marché de l'investissement, tonique, pas tonique, et un marché locatif. C'est les deux rênes finalement que nous, on surveille. On va reprendre cette décomposition, si tu veux bien, Virginie. Comment on peut qualifier l'évolution de ce marché d'immobilier d'entreprise maintenant qu'on a passé le sujet résidentiel? Alors, sur le marché, d'abord, je vais peut-être juste préciser ce qu'est l'immobilier d'entreprise. L'immobilier d'entreprise, ça regroupe les actifs de bureau, commerce, logistique et diversification, c'est-à-dire les actifs de santé, l'hôtellerie et le résidentiel géré, pour faire simple. Sur le graphique, vous voyez les volumes d'investissement en Europe et vous constatez que fin juin 2022, on avait atteint un volume d'investissement record. C'est-à-dire que jamais auparavant, les investisseurs ne s'étaient autant intéressés à l'immobilier d'entreprise. Ce qui veut dire qu'on aborde cette phase effectivement où les incertitudes se multiplient avec une très forte attractivité des actifs d'immobilier. C'est vrai en France aussi, ça, Virginie? Alors, c'est moins vrai en France si tu le regardes. Si on cherche à analyser un peu plus finement, ce que l'on constate, c'est qu'en fait, il y a des très bonnes années qui s'étalent entre 2015 et 2022 en Europe, alors qu'en France, on a une excellente année, une année un peu exceptionnelle en 2019, qui est due à la vente de gros portefeuilles. Mais si on accepte cette année 2019, 2022 continue à s'afficher comme l'une des très bonnes années. Et l'immobilier, effectivement, reste plébiscité par les investisseurs en raison, on le sait, de son couple rendement-risque très attractif qu'on pourra développer par la suite. Alors, si à l'échelle européenne, je pense que tous les auditeurs qu'on a sur ce webinaire, ça va j'espère les intéresser. On s'est livré à une cartographie finalement des différents marchés immobiliers d'entreprise et de regarder un petit peu leur évolution récente. Qu'est-ce que ça dit? Alors, ce que ça dit, c'est que les taux de rendement prime, là on est sur le bureau, sont autour de 3%. Prime, on peut juste rappeler ce qu'on entend par prime? Bien sûr, excusez-moi. Les actifs prime sont les actifs de meilleure qualité dans les meilleures localisations loués aux locataires les plus sécurisés. Donc c'est un actif de grande qualité, le plus sécurisé possible finalement. Que constate-t-on? Nous constatons que les taux de rendement prime bureau sont de l'ordre de 3% en France et en Allemagne, sont un peu plus élevés à Londres grâce ou à cause de l'effet Brexit plus exactement, et sont à 4+, dans le Benelux. Ce que vous voyez en dessous, c'est l'évolution sur un an. Et ce qu'on constate, c'est que dans les localisations où les valorisations étaient les plus tendues, on a effectivement une certaine décompression des taux de rendement. C'est tout à fait logique puisque le taux de rendement immobilier doit être supérieur au taux sans risque et que le taux sans risque, comme vous le savez, les OAT ont augmenté. C'est donc la conséquence naturelle de ça. Ça aura un impact évidemment sur la valorisation des actifs, mais qui peut être largement compensé par une croissance des revenus locatifs. C'est pour ça qu'il est très important, à mon avis, de s'intéresser au marché utilisateur. Alors justement, sur ce marché locatif utilisateur, c'est le fameux marché locatif, qu'est-ce qu'il dit à côté du marché de l'investissement, ce marché locatif? Alors le marché locatif, si vous regardez cette slide, vous avez l'offre et la demande représentées sur le même graphique. Je veux m'intéresser aux courbes bleues pour commencer. Donc la courbe bleu clair représente la demande en Île-de-France. Vous voyez qu'elle a nettement rebondi, que fin 2022, sur les 12 derniers mois, elle atteignait le niveau de 2,1 millions de mètres carrés. À la fin septembre, on était à 2,2 millions de mètres carrés. Donc on a des entreprises qui continuent à déployer une stratégie immobilière. L'offre, en revanche, elle a nettement augmenté au moment du Covid et se stabilise à un niveau élevé.
Ce qui veut dire que globalement en Île-de-France, on a une offre qui est à peu près égale à 2 fois la demande. Et là, on comprend bien qu'on est sur un marché sur-offreur avec des évolutions, avec des tendances baissières sur les loyers, en moyenne en Île-de-France. En revanche, il faut s'intéresser à ce qui se passe par sous-marché et avoir une analyse beaucoup plus fine. Si on fait la même analyse sur les localisations centrales, et pour cela, il faut regarder les courbes rouges et jaunes sur votre graphique, on s'aperçoit que dès la fin d'année dernière, la demande excédait l'offre. Et ce qui veut dire que sur ces localisations centrales, on a des tendances haussières sur les loyers. Et donc, il y a 2 points à regarder. C'est effectivement les équilibres offre-demande par localisation qui vont être commandés par la quantité d'offres présentes et par la qualité d'offres. Sur les actifs neufs, puisque la crise a provoqué un ralentissement de l'offre neuve, on est également sur des ratios extrêmement tendus entre l'offre et la demande. Sur ce graphique-là, vous voyez les taux de vacances en Europe. Un taux de vacances à l'équilibre, c'est environ 6%. Donc si votre taux de vacances est inférieur à 6%, ça veut dire que vous avez un marché favorable aux propriétaires et donc des tensions plutôt à la hausse sur les loyers. Si vous êtes sur un marché où le taux de vacances est supérieur à 6%, vous êtes sur un marché sur-offreur avec des tendances plutôt baissières. Et c'est là où vous voyez qu'il vaut mieux être en Allemagne ou dans les centres-villes de Paris plutôt qu'à Madrid ou dans les Docklands de Londres. Et ces équilibres-là dont je vous parlais, vous les retrouvez sur les évolutions de loyer. Alors, ce n'est pas forcément lisible, très lisible, mais si on regarde la courbe rouge qui est Paris, quartier central des affaires, donc les localisations centrales, vous voyez qu'on a des loyers qui continuent à monter, alors même qu'on avait un ratio demande-offre en Île-de-France très déséquilibré. Encore une fois, c'est dû vraiment à l'équilibre qui existe dans les localisations centrales. Et au même moment, vous avez des pressions baissières sur les loyers, par exemple en première périphérie du Grand Paris. Donc en un mot, ce qu'il faut retenir sur les marchés utilisateurs, c'est qu'on a des marchés à 2 vitesses extrêmement polarisés, avec une demande qui se concentre sur les actifs neufs dans les localisations centrales et une vacance qui tend à se développer en périphérie. Et on s'attend à ce que ce phénomène soit durable. Clairement, un marché déjà à plusieurs vitesses. Maintenant qu'on a posé ces premiers points de repère, eh bien, on vient à la question qui figurait sur le carton d'invitation que vous avez tous reçu. Il est question donc d'inflation, de hausse des taux. Je n'ai pas besoin de revenir évidemment sur ce nouveau contexte. Je regardais hier soir le taux par exemple, d'emprunt de la signature de l'État français à 10 ans, 2,77%. Il faut juste se rappeler, tous, qu'il y a moins d'un an, on était dans un terrain de jeu qui était négatif encore. Et je regardais le 1er août, le même 10 ans français, pour emprunter, c'était à la moitié de la charge que c'est aujourd'hui, 1,40 contre presque 2,80. Évidemment, si on vous apportait les mêmes réponses sur notre analyse de l'immobilier il y a 18 mois qu'aujourd'hui, je pense que vous ne trouveriez pas ça sérieux. Donc c'est pour ça qu'on va aborder ce point-là. Je rajoute un chiffre d'inflation, le dernier qui a été publié il y a 5 jours. Les prix à la consommation en France, sur une année glissante, c'est à peu près 5,5-5,60% de progression. Je vais me tourner toujours vers Virginie pour commencer. On a donc une rentrée qui est marquée par des phénomènes de hausse des taux. On le vit dans nos quotidiens à peu près tous. Hausse des taux, hausse de l'inflation. Concrètement, quels impacts tu décèles pour les actifs immobiliers ? Alors effectivement, c'est la grande question du moment. Je vais juste me permettre de revenir sur la formation du prix. Le prix d'un actif immobilier, c'est le revenu locatif divisé par le taux de rendement immobilier. Ce qui veut dire que si le revenu locatif, donc le numérateur, augmente, le prix augmente. Si le taux de rendement immobilier augmente, le prix baisse. Et donc on comprend bien qu'il y a là un équilibre à trouver entre croissance du revenu locatif, qu'on va aller chercher grâce à l'inflation, et hausse du temps de rendement immobilier qu'on subit à cause de la hausse des taux longs. Si vous regardez le graphique de gauche, on a le graphique de gauche représente l'évolution de l'ILAT. L'ILAT, c'est l'indice sur lequel sont indexés les loyers bureaux actuellement. Et on a représenté donc l'évolution de l'ILAT et de l'inflation. Vous voyez qu'ils sont extrêmement corrélés.
Ce qui veut dire que les revenus locatifs vont directement bénéficier de la hausse de l'inflation. À fin juin 2022, la croissance de l'ILAT, elle était de plus de 5%. Donc ça, c'est l'effet positif pour le prix et qui peut être partiellement ou totalement amoindri par une hausse des taux. Donc ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que vous avez une inflation l'année dernière de 5%, et en face, vous allez devoir avoir une hausse des taux qui, si elle est limitée à 5%, fera que votre prix reste stable. Si la hausse des taux est supérieure à 5%, votre prix va baisser. Pour avoir juste quelques chiffres en tête, les taux sur les meilleurs actifs, enfin sur les actifs primes, étaient avant cette période de hausse de l'inflation de 3%. Ce qui veut dire que si je peux subir une hausse de 15 points de base, qui correspond en fait aux 5% de hausse de l'inflation. Et donc, en moyenne, ce qu'on a constaté, ce que vous voyez sur le graphique de droite, en moyenne, on a constaté une hausse des taux qui induirait une baisse de prix de 10%. Cette baisse des prix, elle est compensée par une croissance des revenus locatifs qui est de 5%. Donc, en moyenne, on a une baisse de la valorisation des actifs immobiliers de 5%. Mais comme vous l'avez vu sur les marchés utilisateurs, on a des marchés extrêmement polarisés. Ce qui veut dire qu'on a des segments qui, aux dernières valeurs d'expertise, continuent à s'apprécier, et en revanche des segments qui commencent à se déprécier assez significativement. Tu me sers une transition toute faite pour donner la parole à Marc-Olivier Penin sur l'ensemble des patrimoines que tes équipes gèrent pour l'ensemble des fonds. Justement, comment vous gérez déjà cette problématique d'inflation ? Alors, l'inflation, effectivement, c'est un soutien très clair à la classe d'actifs immobiliers. Et je rappelle que la classe d'actifs immobiliers est d'une rare classe d'actifs qui est justement couverte contre la hausse d'inflation avec les indices dont on vient de parler. Il y a beaucoup de classes d'actifs qui n'ont pas ce mécanisme-là. Donc, là, on parle clairement d'immobilier d'entreprise et donc tout ce qui est indexation va jouer, on va dire, positivement pour l'immobilier puisque l'indexation, elle est contractuelle. C'est-à-dire qu'au terme du bail de chaque locataire, on est fondé à lui appliquer les 5% dont on parlait d'indexation et donc lui envoyer un prix modifié à la hausse. Donc tout ça, ça va soutenir notamment les aspects distributifs des portefeuilles immobiliers. Vous savez qu'en immobilier, il y a deux moteurs. Il y a l'aspect distributif qui repose sur les loyers et puis il y a, on va dire, la valeur. Je reviendrai sur la courbe des taux après, nécessairement. Donc on a ce soutien-là. Clairement. Et donc après, et si on passe un petit peu à l'asset management de terrain, ça pose la question effectivement de savoir si les locataires vont pouvoir supporter ces indices, ces hausses de loyer, etc. D'autant qu'ils se doubleront nécessairement d'une augmentation des charges immobilières, hein, puisque l'énergie et le coût de l'énergie augmente, ça n'a échappé à personne, et le locataire au terme du bail paye aussi bien sûr les charges immobilières. Donc les locataires vont être confrontés à une hausse de leur facture immobilière. Et c'est là où on retrouve la dichotomie de marché dont on parlait, hein, la polarisation des marchés, où on va avoir sur une partie des marchés des très beaux immeubles, très grands immeubles de dernière génération, généralement occupés par de grands locataires qui vont pouvoir, je dirais, digérer financièrement cette hausse du coût immobilier parce que dans leur activité propre, ils auront de quoi répercuter ces hausses. Donc, on a clairement aujourd'hui, en tant qu'investisseur, un grand intérêt à se pencher sur qui sont les locataires, sachant encore une fois qu'on a aussi une polarisation du monde locatif avec des grands comptes qui vont aller sur les meilleurs immeubles et dans les localités les plus centrales. Voilà, donc on a cette problématique-là. Le défi pour nous, gérants de parcs immobiliers importants, c'est de garder nos locataires. C'est-à-dire que dans ces périodes, un petit peu comme on avait géré la période sanitaire pour d'autres problématiques, il ne convient pas laisser les locataires seuls. Il y a des locataires qui pourront payer les 5%. Cela, il n'y a pas beaucoup de discussions à avoir. Il y en aura d'autres qui seront nécessairement plus
en difficulté. Et donc, c'est des discussions qu'on a en tant que gérant, locataire par locataire, avec, quand c'est nécessaire, et uniquement quand c'est nécessaire, bien sûr, la possibilité d'avoir une indexation peut-être un peu moindre en échangeant d'un allongement de bail, etc. Donc, c'est des choses qu'on gère au quotidien. C'est un gros travail pour les équipes. Et puis, c'est aussi d'être inventif. On a des locataires qui se posent des questions sur la visibilité de leurs propres activités demain, etc. Et on a mis au point de nouveaux baux avec plus de flexibilité. L'idée, je prends juste un exemple très simple pour le représenter, c'est quand on a un grand locataire qui occupe un immeuble de 8 niveaux et qui arrive en période de renouvellement de bail. Il se pose des questions sur l'avenir, hein, c'est nécessaire. On est capable aujourd'hui de lui proposer 6 étages en renouvellement avec un bail long, 6 ans, et puis peut-être 2 étages avec plus de flexibilité, c'est-à-dire la possibilité de les libérer si jamais il en ressent le besoin au travers de son activité. Voilà. Et donc cette souplesse-là, elle est assez clé, et on entre dans une période où l'asset management, c'est-à-dire le travail de proximité des équipes avec les locataires, va être très très important. Donc, selon les maisons de gestion, finalement, des partis pris différents et qui auront des effets en matière de performance. Même question, Marc-Olivier, cette fois-ci non plus sur l'inflation, mais sur la hausse des taux. Quand on gère un gros patrimoine immobilier, comment aujourd'hui on fait face à ce défi ? Alors, la hausse des taux, mécaniquement, pour les raisons de fixation de prix qu'on a simplifié volontairement, mais joue je veux dire, négativement sur la formation du prix. On sort d'une période de taux très bas où on avait une prime de risque ou un rendement immobilier qui était très supérieur au rendement sans risque, hein, puisqu'on avait des taux à 3-4%, des produits immobiliers qui servaient 4%, par rapport à des taux qui étaient à zéro ou négatifs. Aujourd'hui, on assiste à une forte volatilité des taux longs. Tu citais 2,70. Nous, on estime que jusqu'à, on va dire, 2,5% à 10 ans des taux sans risque, et on l'a vu, on l'a constaté sur les marchés, il n'y a pas beaucoup de conséquences. La question, c'est effectivement, si on va plus loin, comment ça jouera. Donc, vous avez bien compris qu'en face de la remontée des taux, on a cette indexation. Donc, la congruence entre la vitesse de remontée des taux et la vitesse d'indexation, elle est assez clé, mais elle jouera en support aussi sur les valeurs. Donc, premier effet visible de cette remontée des taux, c'est la disparition de l'effet de levier. Il a été très utilisé par les gérants en période de taux bas. On l'a utilisé aussi, bien sûr, de façon raisonnable. C'est là aussi, il faut regarder sur vos investissements s'il y a beaucoup d'effets de levier ou pas. Parce qu'aujourd'hui, emprunter de l'argent, ça coûte 2,70 plus les 130 points de base. Donc, on est quasiment à 4% sur un taux d'emprunt. Que vous ne voyez pas forcément quand vous faites du résidentiel à titre particulier, parce que c'est des taux qui sont, on va dire, un peu abondés par les banques. Mais cette disparition de l'effet de levier rend les acteurs, on va dire, inégaux devant l'investissement. On va avoir des acteurs qui sont capables d'être entièrement en fonds propres et qui vont rester actifs. Et c'est tout le but, parce qu'on pense aussi qu'il va y avoir des opportunités sur le marché. Par contre, les acteurs qui avaient recours à 60% d'effet de levier avec des leviers à pas cher, aujourd'hui, ils sont un peu plus embêtés dans le marché. Donc, on a cette situation, et la remontée des taux, elle ne sera clairement pas homogène sur tous les marchés. C'est-à-dire qu'on a des marchés très centraux, très recherchés. On l'a vu avec des loyers Paris intramuros, quartier central des affaires, qui progressent. Là, on aura un marché, selon nous, qui va bien résister, surtout si on a des immeubles de dernière génération. Je pense qu'il faudra qu'on parle d'énergie. Voilà, parce que c'est la partie, pour nous, la plus préservée du marché. On aura d'autres secteurs qui vont être peut-être un peu plus secondaires. Et là, par contre, on pourrait avoir une appréciation moindre des loyers ou de la vacance. Et dans ce cas-là, ça pourrait jouer un peu négativement sur les valeurs, clairement. Si on devait, Marc-Olivier, pour terminer là, sur ce point, résumer un petit peu la stratégie que vous mettez en œuvre sur vos patrimoines,
principalement d'immobilier d'entreprise, même s'il y a aussi une dimension résidentielle. Tu le résumerais comment ? Alors, bon, vous avez compris, il faut bien regarder effectivement la nature des portefeuilles. Sur les stratégies, en immobilier, on est sur un produit long terme, donc ce n'est pas des stratégies nécessairement qu'on met en place aujourd'hui, c'est aussi des stratégies, en tout cas pour la française, qu'on a mis en place il y a maintenant quasiment une décennie. Il y a des tendances longues et des tendances de fond qui sont en grand 1 la centralité. On a clairement une concentration, notamment pour l'immobilier d'entreprise, là je parle d'immobilier d'entreprise, vers les centres-villes, bien desservis sur les nœuds multimodaux de transport. C'est là où il faut avoir le gros des portefeuilles, selon nous, pour les années à venir. C'est là où c'est les emplacements où les salariés se rendront le plus aisément possible, même s'ils habitent de façon peut-être un peu plus disséminée demain qu'hier. Donc c'est des actifs sur ces emplacements dont il faudra soigner notamment tous les aspects de consommation énergétique, de dernière génération, etc. Donc c'est des actifs récents qui les intègrent et ou des actifs sur lesquels les sociétés de gestion, les gérants vont faire beaucoup d'efforts pour rester un petit peu, comme on le disait, sur le résidentiel, avec des niveaux, alors ce n'est pas des DPE, enfin il y a des DPE, mais il y a d'autres fonctions de meilleur niveau. Et puis, c'est aussi des actifs et des portefeuilles, on parle beaucoup d'investissement, où il faut savoir se séparer d'actifs qui sont dans des zones qui nous semblent pas les bonnes pour l'avenir, ou des actifs qui ont été loués, qui ont bien fonctionné, mais sur lesquels on ne se sent pas de réinvestir pour les garder longtemps et 10 ans encore en portefeuille. Sans vexer personne, quelle zone aujourd'hui tu as tendance à arbitrer ? Alors, les zones qu'on plébiscite, je vais commencer d'abord comme ça, par exemple Grand Paris, accompagné sur plusieurs décennies, la mise en place du Grand Paris, la mise en place des nouveaux pôles multimodaux, c'est très adapté par exemple à une politique immobilière. Ce dont on va peut-être, on croit beaucoup aussi au centre-ville des grandes capitales régionales, avec les gares TGV, tout ce qui est à proximité, mais ça fait déjà 5-10 ans qu'on investit sur ces actifs, bien sûr. Ce qui va être peut-être un peu plus compliqué, sans que ça soit nécessairement très grave ou important en termes financiers, ça va être des actifs qui vont être plus périphériques, où on va avoir un deuxième marché qui va se créer avec des locataires qui vont vouloir aller s'installer là-bas parce que justement les loyers ne seront pas trop chers, etc. Et si on n'a pas le support de l'indexation locative dont on parlait, c'est plutôt ces secteurs-là qu'il faut savoir arbitrer, plus des actifs qui sont trop vieillissants en termes techniques et en termes de normes environnementales, et qui, après calcul, puisqu'on regarde ça actif par actif, nécessitent trop de travaux, de remise à niveau pour pouvoir figurer dans nos portefeuilles. Merci. Ça va là aussi me servir de transition. Moi, j'aimerais bien vous faire parler tous les deux des nouveaux usages qui sont en train de se développer côté immobilier. J'en cite deux, puis s'il y a des questions tout à l'heure, on répondra à tous les autres points. Le premier, c'est le télétravail. Le télétravail, on a eu des articles très provocateurs quand, au moment du Covid, le télétravail s'est fortement développé dans les entreprises, qui consacraient jusqu'à la fin du bureau. Évidemment que les choses se sont un petit peu tassées et qu'on est loin de vivre cette situation, et heureusement d'ailleurs. Mais on ne peut pas échapper à la question. Côté télétravail, les impacts que cela sur l'immobilier tertiaire, sur l'immobilier de bureau, concrètement, de quoi on parle maintenant qu'on a pris 2 ans, 3 ans pour trouver notre équilibre? Alors, je vais commencer par répondre. Le télétravail, d'abord, ça a eu aussi, peut-être qu'il faut le souligner, un impact sur l'immobilier résidentiel avec un élargissement des bassins de vie des ménages et des salariés. Sur l'immobilier de bureau, ce qu'on constate, c'est clairement pas la fin du bureau, mais des bureaux différemment. Il y a eu 2 impacts principaux. C'est-à-dire qu'en matière de localisation, on a vu que les bureaux se concentraient autour d'une centralité accentuée avec une attention particulière portée à l'hyper-accessibilité.
L'hyperaccessibilité qui fait suite à l'élargissement des lieux de résidence. Plus vos salariés viennent de lieux éloignés, plus il faut que le point de convergence soit évident et rapide pour tous. Donc le télétravail a renforcé cet intérêt porté à la centralité. La deuxième conséquence, c'est des conséquences en termes de spécification de l'immeuble. Le télétravail n'est pas possible dans tous les immeubles. Il faut avoir un chiffre en tête. Le taux de rotation du parc de bureaux en France, c'est 1%. Ce qui veut dire, à contrario, que 75% des salariés travaillent dans des immeubles de plus de 25 ans. Et ces immeubles vieille génération ne permettent pas le développement des organisations hybrides. Un dernier chiffre peut-être en matière de quantification. On estime effectivement que le télétravail va induire une demande un peu réduite pour les bureaux, en général, encore une fois en moyenne. Pour l'Île-de-France, sur les 10 dernières années, la demande placée s'élevait à 2,3 millions de mètres carrés. C'est-à-dire la mise en location, la demande placée. Hein. Exactement. Elle devrait, sur les 10 prochaines années, s'élever à 2 millions de mètres carrés. Donc on est très loin de la fin du bureau. On a encore un marché extrêmement actif. Mais on acte effectivement dans nos modèles un recul de la demande liée au télétravail de 10 à 15%. Marc-Olivier, dans la gestion de nos fonds, le télétravail, alors, ça pèse ? Alors, on a 2500 locataires, donc on a un bon poste d'observation. On a quand on regarde nos flux locatifs, on a des départs de locataires, bien sûr, mais il n'y a pas d'accélération qu'on a constatée ni pendant le Covid, ni après. On est sur des libérations qui sont sur des rythmes relativement habituels et on reloue nos immeubles. Et à condition d'avoir les meilleurs, bien sûr. Donc, il n'y a pas aujourd'hui de marqueurs qui affectent l'aspect distributif des fonds. Pour autant, et parce qu'on parle beaucoup avec nos locataires, bien sûr, on voit bien que nos locataires réfléchissent à leur organisation, de savoir effectivement si les salariés vont être de façon un peu organisée en télétravail, une journée, un peu plus pour certains, etc. Et ils se posent des questions, mais ils en sont encore plutôt, pour la majorité, à savoir comment ils s'organisent et en termes immobiliers, comment ça se traduit. Et je pense que la meilleure réponse qu'on puisse apporter d'un point de vue d'asset management dans la discussion avec les locataires, c'est justement la flexibilité dont je parlais, en disant, voilà, vous avez, je reste sur mon immeuble de 8 niveaux, vous avez été X salariés sur 8 niveaux, vous pensez vous développer, en avoir besoin, on repart sur 6 niveaux sûrs, et vous savez qu'avec le télétravail et votre approche organisationnelle, vous pouvez vous tasser, entre guillemets, sur 6 niveaux. Si vous arrivez à le faire, si vous décidez de le faire, alors les 2 niveaux supplémentaires, on peut les passer en flexibilité, les ouvrir à l'extérieur, les ouvrir à votre partenaire, etc. Je pense que si on arrive à faire ça, on garde nos locataires. Si on est trop conservateur et qu'on veut absolument un bail 6 ans, 9 ans ferme pour la totalité, ça sera compliqué. Et là-dessus, on est assez innovant et on est assez convaincu, en tout cas, que la flexibilité, c'est la réponse aussi côté bailleur. Merci Marc-Olivier. Moi, il y a un deuxième sujet dont on aimerait vous entendre parler ce matin. Ça concerne évidemment ce contexte de crise énergétique majeure qu'on vit à peu près tous dans nos quotidiens. Il n'y a aucune raison que l'immobilier échappe à la discussion là aussi. Quand on parle crise énergétique, voilà, en adressant le sujet immobilier, les enjeux majeurs de cette crise énergétique, quels sont-ils, Virginie ? Alors, je vais commencer par faire un point sur une conséquence, alors un peu paradoxalement, positive et de soutien aux valorisations des marchés immobiliers. C'est que la crise énergétique a provoqué une explosion des coûts de construction et donc devrait entraîner un net ralentissement de l'offre. Ce qui veut dire que sur les marchés tendus, on sera encore plus tendu et donc avec une demande qui restera la même. Donc encore une fois, des tensions plutôt haussières sur les loyers. Ceci étant dit, dans nos marchés utilisateurs, jusqu'à présent, il faut avoir en tête que les coûts de l'énergie représentent à peu près 20% des charges, qui elles-mêmes représentent 20% des loyers. Donc jusqu'à présent, les coûts de l'énergie représentent 4% du loyer chargé des locataires. Et donc ce n'était pas forcément un sujet de grande attention. On voit que c'est en train de devenir à vitesse grand V. Et on voit que c'est en train de devenir à vitesse grand V.
Et la question est, quel va être cet impact ? L'impact, il va être assez clair, à mon avis, sur la valorisation des actifs, c'est-à-dire qu'encore une fois, les questions d'énergie vont devenir des thématiques majeures et des points essentiels sur la valeur des actifs. On a une réglementation qui est en train de se resserrer en France et partout en Europe, c'est-à-dire que ce qu'on a vu sur les marchés résidentiels avec la possibilité de louer ou vendre conditionné à un niveau d'énergie, on va le retrouver d'une manière ou d'une autre sur toutes les classes d'actifs immobilières, ce qui veut dire que si on ne répond pas correctement à cette performance d'énergie, on ne pourra plus utiliser notre actif immobilier pour l'usage qui a été prévu. Marc-Olivier, côté gestion des fonds, comment on s'empare de ce défi énergétique ? Alors, on s'en est emparé, je veux rassurer notre auditoire, il y a à peu près 10 ans. C'est vrai qu'on est passé, je dirais, du stade de la recherche ou de l'approche fondamentale à aujourd'hui un déploiement beaucoup plus opérationnel. Alors, on a aujourd'hui, au moment où je parle, on commence à avoir sur le marché des transactions entre acheteurs et vendeurs des discussions qui portent justement sur le niveau énergétique de l'immeuble, ses capacités d'être améliorées, etc. Elle n'est pas encore quantifiée de façon précise dans les négociations. On est peut-être... alors le sujet évolue en parallèle, hein, côté résidentiel et puis côté immobilier d'entreprise. Résidentiel, je pense que ça sera paradoxalement plus rapide puisqu'on a un DPE et un seul indicateur. Côté immobilier d'entreprise, on a beaucoup de réglementations. On a le décret tertiaire qui nous amène à faire diminuer la consommation de nos parcs immobiliers sur plusieurs dizaines d'années. On a des réglementations européennes, etc. Donc ça, c'était l'aspect théorique. Aujourd'hui, on a des équipes, qu'anime Virginie, qui, de façon très concrète, font des plans d'économie énergétique sur les immeubles. Alors, il y a une partie qui est, je dirais, à la main du propriétaire, les travaux, les contrats d'énergie, qu'on va basculer sur de l'énergie verte, etc. Et il y a beaucoup d'aspects qui dépendent aussi de l'utilisation de l'immeuble et d'être en capacité pour nous, en trouvant les bons axes, d'amener notre locataire aussi à mieux utiliser son immeuble, à limiter le chauffage en hiver, à limiter la climatisation en été. Voilà, donc c'est énormément de travail qui est en cours pour les équipes. Mais il faut aujourd'hui avoir une analyse précise des portefeuilles immobiliers. Alors, on a parlé beaucoup de centralité, etc. Le côté énergétique est un axe qui fera de façon croissante sens dans l'analyse des portefeuilles de demain et la capacité, action après action, à réduire l'énergie pour des raisons de coût et pour des raisons de réglementation qui va être de plus en plus dure sur ce sujet. Merci Marc-Olivier. Oui, on en a terminé la première séquence, grande séquence pour ce webinaire. Vous avez vu qu'on a ouvert un certain nombre de fenêtres. Ne nous en veuillez pas, en 45 minutes, on ne peut pas rentrer dans le détail de toutes les expertises et de toutes les classes d'actifs immobilières, mais c'est déjà un premier pas qu'on mène devant vous. On va rentrer dans la phase des questions. On va demander aux personnes en régie de nous dire quelles premières questions sont remontées et on va les traiter au fil de l'eau. Merci beaucoup. Bonjour. Première question. La logistique, notamment celle du dernier kilomètre d'Amazon, semble avoir le vent en poupe. Partagez-vous ce sentiment ? Qui veut répondre ? Je vais la prendre. Donc, si vous vous souvenez de ce que je vous ai expliqué, le prix, c'est des revenus locatifs sur un taux de rendement immobilier. Si on regarde d'abord le revenu locatif pour les actifs logistiques, très clairement, on prévoit une croissance très forte, dû tout simplement, encore une fois, une demande qui excède l'offre. L'offre d'entrepôts de bonne qualité est extrêmement faible et la possibilité de créer de nouveaux entrepôts est également extrêmement faible parce qu'on a une réglementation qui est très protectrice, on va dire, qui ne veut peu utiliser de foncier. Donc du côté des revenus locatifs, on a une croissance attendue très forte. En revanche, du côté des taux de rendement immobilier, ce qu'on constate, c'est que cette classe d'actifs a bénéficié d'un engouement très fort des investisseurs. Et donc, on a eu, jusqu'à, on va dire, la fin d'année, des compressions très, très fortes des taux de rendement immobilier.
des actifs logistiques. Historiquement, ils étaient autour de 6% et on est passé à 3,5% en France ou 3% en Allemagne. Et la remontée des taux fait que le rendement additionnel qui est, j'allais dire, naturellement porté par un actif non logistique n'est plus là et qu'il va falloir reconstituer cette prime de risque pour retrouver ce rendement additionnel. Ce qui veut dire qu'on va avoir une croissance très forte des revenus locatifs, mais on va probablement également avoir un impact assez significativement négatif sur une hausse des taux attendus sur cette classe d'actifs. Il y a d'autres questions ? Oui, une autre question. De la même manière, on note un fort engouement pour l'immobilier de santé. Investir sur ce segment de marché est-il pertinent selon vous ? Alors, c'est un sujet qu'on n'a pas eu le temps de traiter, donc c'est très bien qu'il y ait la question. Virginie, toujours ? Alors, j'y vais, c'est la partie marché et la partie plus théorique, j'allais dire. Les actifs de santé sont totalement décorrélés, enfin les performances des actifs de santé sont totalement décorrélées des cycles économiques. Donc là-dessus, on a un profil extrêmement défensif de cette classe d'actifs qui, dans un environnement où les incertitudes croissent, va être extrêmement favorable à cette classe d'actifs, avec une demande qui reste très importante. Je ne reviens pas dessus. On a des vieillissements de la population, on est en sous-offre partout en Europe. Donc l'immobilier de santé, oui, a priori, devrait très bien s'en tirer à court et moyen terme. Donc un gros oui pour cette classe d'actifs aussi. Autre question ? Une troisième question. On parle énormément du Grand Paris. En quoi consiste-t-il réellement, ce projet ? Et est-il source de création de valeur ? Non, alors, vu qu'on a promis qu'à midi, vous seriez libérés de nous, on va répondre court à un sujet sur lequel on voudrait passer 1 heure avec vous de plus. Marc-Olivier ? Alors, Grand Paris, c'est un projet majeur. Hein, c'est le doublement des circulations en termes de transport par rapport à ce qui existe aujourd'hui. C'est un projet très ambitieux puisque c'est un projet qui vise à intégrer les communes limitrophes de Paris au Grand Paris. On a 200 km en cours de percement. On a des premières livraisons qui arrivent, la ligne 15 qui arrive sur le sud de Paris, etc. Le but, c'est aussi de favoriser les transports périphérie à périphérie et puis être sur une méthode où systématiquement on passe par le centre de Paris pour se rendre dans une autre proximité immédiate de Paris. Là où ça fait terriblement sens pour l'immobilier, c'est que c'est un projet qui va s'étendre sur, alors officiellement 20-30 ans, sans doute plutôt 30-40 ans. Pour nous, acteurs longs sur l'immobilier, investir progressivement, alors pas sur les 67 gares, parce qu'il n'y aura pas 67 belles histoires, mais sur les développements et sur les nouveaux nœuds multimodaux dont on parlait au fur et à mesure de leur livraison, ça fait vraiment sens. Donc on pense que pour le coup, il y a beaucoup de création de valeur à ce niveau-là, bonne résistance des loyers et puis appréciation des valeurs tendancielles, très certainement. Voilà. Avec des stratégies qui sont différentes. Nous, on gère beaucoup de fonds d'investissement en recherchant des valeurs, des loyers à distribuer. Il est évident qu'on ne va pas arriver en investissement 4 ans avant que la zone existe. On va investir au moment où les immeubles se livrent sur les différentes zones. D'autres stratégies, plus création de valeur, vont être en amont avec du risque de promotion, de construction. Voilà. Mais ce n'est pas aujourd'hui le centre de l'activité de la Française. Mais il y a quand même 2 stratégies potentiellement intéressantes autour du Grand Paris. D'autres questions ? On va donc prendre une dernière question. Le consommateur recherche une proximité avec ses commerçants dans les grandes villes, aussi les commerces de pieds d'immeubles dans les secteurs les plus recherchés, Paris et grandes métropoles européennes, offrent-ils de meilleures perspectives dans le contexte actuel ? Virginie, pour ce sujet des commerces, on aura finalement balayé toutes les classes d'actifs. Exactement, un exercice pas facile en 1 heure sur le commerce. Alors on repart sur mon prix qui est égal à un revenu locatif sur un taux de rendement immobilier. En commerce, la croissance du revenu locatif, effectivement, elle est attendue assez faible. On sait très bien que ce qu'on a devant nous, c'est plutôt des temps économiques un peu difficiles. On peut dire le mot d'ailleurs, c'est pas un gros mot. Hein. On a a priori plutôt une récession qui s'annonce, en tout cas au niveau de la zone européenne. Ce qui voudra dire une contraction de la consommation des ménages qui est elle-même due à probablement une baisse du pouvoir d'achat des ménages.
Ce qui veut dire que les chiffres d'affaires des commerces, en moyenne, encore une fois, ne sont pas appelés à avoir une croissance significative, donc des loyers à peu près stables, encore une fois, en moyenne. Avec des segments extrêmement résilients, tout ce qui est lié à l'alimentation, tout ce qui est lié à l'équipement de la maison. Donc les commerces sont une classe d'actifs qui demande une analyse extrêmement fine. Mais en moyenne, on s'attend à une croissance de revenus locatifs faible. Voire négative. En revanche, si on regarde l'autre partie de l'équation, c'est-à-dire les taux de rendement, les commerces ont été affectés plus que les autres classes d'actifs par la crise du Covid, et donc ont déjà subi des décompressions des taux de rendement. Donc on est sur des taux de rendement beaucoup plus importants sur la classe d'actifs commerce que sur les autres classes d'actifs, et donc on s'attend à ce qu'au niveau des taux de rendement immobilier, ils soient également stables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qu'ils décompressent plus qui n'ont déjà décompressé, puisqu'actuellement, ils reflètent le risque qui est embarqué dans les actifs commerce. Donc l'un et l'autre, on a des croissances locatives à peu près stables, des taux de rendement à peu près stables. Donc on s'attend à une plutôt bonne résistance des actifs commerce. Marc-Olivier ? Voilà, et pour compléter les propos de Virginie, que je partage tout à fait, il y a des sous-secteurs effectivement dans le commerce. On parle des pieds d'immeubles. C'est effectivement résilient, à condition d'être dans les artères principales des centres-villes qui fonctionnent. Hein. On a quand même des marchés qui sont très précis, et je veux dire, c'est à la rue près. Donc, pied d'immeuble, bien sûr, avec des spécialistes pour guider les investissements. Après, on a quand même d'autres secteurs. On a les parcs de commerce en périphérie des villes, hein, qu'on connaît bien en France. C'est aussi des choses à regarder, parce qu'effectivement, les valeurs n'ont pas augmenté sur les dernières années. On a des taux de rendement qui sont à 5-6%. Donc, c'est intéressant pour des raisons évidentes. On a aussi une tendance qui est la montée en puissance des lois sur la non-artificialisation des sols. Ça veut dire concrètement que créer de nouvelles zones commerciales en utilisant des terres libres, etc., ça va être rendu de plus en plus difficile, et un jour sans doute quasi impossible par la réglementation, ce qui renforce la valeur des centres qui existent déjà. Donc on peut aussi regarder ces aspects-là. Sur les hyper et supermarchés, c'est un format de distribution qui a connu une certaine défiance, on va dire, mais on voit aussi que même en période Covid, c'est resté ouvert, ça a fonctionné. Voilà, nous, on est assez prudent avec les super et les hypermarchés, et on l'est encore plus avec les galeries marchandes qui nous paraissent pour le coup un petit peu surannées par rapport au modèle de distribution. Mais le commerce, c'est toujours une dynamique très importante du format de distribution qui évolue à travers le temps et qui a ses modes, etc. Voilà, c'est un métier de spécialiste et c'est très très précis comme activité. Avec des modèles de commerce, tu viens de le dire, qui sont en train de se réinventer. Donc, on a là aussi hautement intérêt à être prudent et sélectif. On est quelques minutes avant midi. On va respecter notre promesse, tenue tous les trois tout à l'heure, c'est-à-dire de vous libérer maintenant. Il me reste juste à adresser 2 remerciements. D'abord à vous, qui êtes de l'autre côté de cet écran, d'avoir été présent. Et on nous précisait que vous étiez plusieurs centaines, et on est très fiers de ça. Merci. Et puis d'adresser des remerciements à vos banquiers, côté CIC Banque Privée et de la Banque Transatlantique, qui ont eu la gentillesse de nous inviter. On verra si on a répondu à vos préoccupations, si on est réinvité ou pas. Avec grand plaisir, en tout cas, d'avoir été présent devant vous durant cette matinée. On vous souhaite à tous une excellente journée.